Bien, écoutez, je vous propose qu'on commence, et puis on verra bien ce qui va se passer, et la technique suivra forcément. Voilà. Merci à tous d'être venus à cette deuxième assemblée générale de 2S. C'est une assemblée générale un peu particulière, au moins à deux titres. Pour ceux qui avaient assisté à la première assemblée générale, on avait voulu que les lauréats soient présents et se présentent et disent ce qu'ils font. On va pas faire ça cette année, essentiellement parce que on n'a pas pu réunir tous les lauréats, c'est un peu tard. Et je pense en particulier aux lauréats de l'Académie des Talents qui sont pas tous ici, parce que sinon on pourrait plus s'asseoir dans l'amphi. Donc j'aurai l'occasion de vous faire un panorama de ce qui s'est passé au sein de 2S, non pas au terme de l'année 2018, mais depuis 2017. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que je vous rappelle qu'après, non sans avoir bu un café aux alentours de 15h30, nous avons une conférence d'Isabelle Moretti qui est prévue à 16h sur l'hydrogène. Voilà. Et bien entendu, vous êtes tous invités à rester assister à cette conférence qui devrait être très intéressante. Je reviens donc à E2S. Je reviens à E2S, quelques éléments de paysage. E2S a été labellisé en février 2017. Alors, la nouvelle est tombée en février 2017. La convention doit démarrer en avril 2017. Donc ça fait 2 ans que l'ICIT existe sur le site ici. Et nous terminerons la période probatoire dans 2 ans. Donc, c'est le moment de tirer un premier bilan. Nous sommes à mi-parcours. Et c'est ce que je vais essayer de faire avec vous cet après-midi. Alors, c'est le moment de tirer un premier bilan. Pour l'instant, E2S, et vous aurez l'occasion de le voir, nous avons déroulé la feuille de route, puisque dans ce projet-là, il était prévu effectivement un certain nombre d'actions. Nous les avons déroulées. Je vous proposerai aussi quelques éléments d'un regard critique sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on en attendait et ce qu'on a réellement mesuré. Et puis donc, suite à la réunion de notre conseil scientifique externe, c'était il y a une quinzaine de jours, des éléments, non pas de correction, mais de nouveaux outils qui vont être déployés dans le cadre de 2S, dont un sera déployé à la sortie de cette assemblée générale, puisqu'il y a un appel à projet qui va sortir ou qui devrait sortir d'ici la fin de la journée. Et je pense qu'il concernera un certain nombre d'entre vous. Voilà, je garde un peu le suspense, hein, comme ça vous serez attentifs jusqu'à la fin. Je vais commencer quand même par brosser un tout petit peu E2S. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? 3 éléments, parce que l'action ICIT, elle a trait à la recherche, à la formation, à la valorisation, à la vie étudiante, bref, à tout ce qui fait que on est ici sur un site universitaire. Alors, le premier élément dans E2S, ce sont les forces en recherche. Pour ceux qui ont suivi le film depuis le mois de février, j'avais l'habitude de présenter ce transparent avec 5 entités. Aujourd'hui, il y en a 6. Alors, la 6e, c'est le CAT, le laboratoire d'économie, qui a rejoint le périmètre de 2S, tout simplement parce que ce laboratoire déploie des activités sur ces thématiques-là et il est tout à fait naturel qu'il nous rejoigne. Donc, les forces en recherche, IPRA, IPREM, MIRA, Passage, PDP et le CAT. Ça représente, on aura l'occasion de le voir tout à l'heure, à peu près 320 chercheurs et enseignants-chercheurs. Et autant de postdoctorants et de doctorants. Le deuxième élément dans le paysage, c'est UPPATech. UPPATech, qui est le centre instrumental commun, aujourd'hui, qui rassemble 15 plateaux techniques, 2 ateliers. Vous les avez tous ici, ces plateaux techniques,
et qui vise à développer des pratiques communes, mutualiser des politiques d'investissement et avoir une approche ouverte de nos plateaux techniques, ouverte en direction à la fois de nos collègues universitaires, mais aussi de nos collègues du secteur privé. C'est un deuxième instrument qui a été mis en place, et c'est un instrument, je dois dire, qui est particulièrement bien regardé, bien jugé par notre conseil scientifique externe, qui nous dit que là, nous avons fait quelque chose d'important. Alors bien entendu, nous avons fait... E2S, ça ne fait que démarrer, hein, donc c'est un bon point de départ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du travail. Isabelle Lehéchaud, qui dirige E2S, PPA Tech, le sait, et Hervé aussi. Donc, il y a du travail, mais ça prend bien tournure. Le troisième élément a trait aux formations. Alors, ces formations, si vous lisez des documents en anglais, vous les trouverez sous le vocable flagships. Vous avez là la liste des formations qui sont recensées comme étant dans le périmètre énergie-environnement. Le 4 nous ayant rejoint, il était naturel que le master d'adossement, qui est le master d'économie appliquée, rejoigne bien entendu cet ensemble-là. C'est sur cet ensemble-là que nous déployons les efforts d'internationalisation dont je vous parlerai tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on le distingue. Ça, c'est avec le site, avec ce joli parc, ou ces jolis parcs, parce qu'il y a quand même plusieurs sites, ces installations, ça forme effectivement l'initiative d'excellence avec les laboratoires qui sont des unités mixtes et les laboratoires qui sont des laboratoires de l'université, avec nos partenaires, les organismes. Et ce que je dois dire, effectivement, c'est que parmi les organismes, E2S a été une initiative au départ de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, de l'INRA et de l'INRIA, et le CNRS nous a rejoints, puisqu'aujourd'hui le CNRS siège au comité exécutif de E2S avec les mêmes prérogatives que les trois établissements que je viens de citer. Quelques chiffres clés, et puis j'aurai l'occasion de les détailler. En 2 ans, j'ai essayé de regrouper tout ça. 17 chaires ont été créées. On a fait d'ailleurs un livret qui présentait toutes ces chaires et qui vient donc compléter le rapport d'activité que vous avez reçu en rentrant. 8 équipes projets avec des tailles différentes, des grosses et des petites. Parmi ces 8, 3 sont partenariaux. Des objectifs de croissance, plus 7% d'enseignants-chercheurs, et en 7 ans, c'est pas anodin. Plus 19% dans le nombre de doctorants. Il y a encore une belle marche à franchir. Des objectifs en termes de valorisation. Et là, je vous avoue que c'est pour moi une grande satisfaction. Pour Laurent Pécastin, énormément de travail. Mais 6 startups créées, un laboratoire commun, plus 1% en termes de ressources financières. Ça, ce sont des très très bons résultats. Mais de très bons résultats aussi dans le domaine de l'innovation et dans pédagogique, et dans le domaine de la formation. 11 projets d'innovation pédagogique, bientôt plus, puisque l'appel à projet se termine aujourd'hui, pour cette année. 60% du cursus master proposé en anglais. Ça aussi, je pense que c'est une grande réussite. Alors bien entendu, qui demande encore à être consolidé, bien entendu, qui demande encore à être étendu. Ça serait bien qu'on arrive à beaucoup plus que ça. Mais on s'était engagé à 50%. Donc les objectifs sont déjà atteints. 65 élèves soutenus par l'Académie des talents. Et ça va continuer, puisque nous aurons les prochains élèves à examiner, les dossiers des candidats dans les semaines qui viennent. Un cycle de conférences qui va se clôturer aujourd'hui pour l'année académique avec Isabelle Moretti. Et puis des innovations régulières, des animations régulières. J'aurai l'occasion de revenir vers vous à ce sujet-là. Voilà s'il y avait des choses à retenir sur ce que a fait E2S ces 2 dernières années, c'est ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'examiner ça un peu plus en détail,
pour voir un peu ce qui devait être fait, ce qui a été fait, ce qui a bien marché, ce qui a un peu moins bien marché, et pour que nous puissions ensemble en tirer, discuter des conclusions que nous avons voulu en tirer. Je vais basculer ma présentation en anglais. Alors excusez-moi, alors je continuerai à parler français, mais les transparences seront en anglais. Là, je dois vous le confesser, j'ai eu un énorme poil dans la main à un certain moment. Je n'ai pas voulu traduire en français tous les transparents que j'ai préparés et qui avaient déjà été présentés au Conseil scientifique externe. J'espère que vous pourrez suivre. Vous n'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions. Une assemblée générale, c'est aussi, par principe, quelque chose d'interactif. Donc, si à un certain moment vous voulez poser une question, n'attendez pas la fin. On est là pour discuter ensemble. Je vais commencer par décliner les choses en termes de recherche, valorisation, formation. C'est comme ça que je vais décliner les choses. Et pour vous rappeler à chaque fois ces tableaux-là. Ces tableaux, qu'est-ce qu'ils présentent? Ils présentent, en ce qui concerne ambition par ambition, et là c'est l'ambition recherche, le type d'action, à quoi servent ces actions, Action Focus Joint Skills par exemple, l'attraction des talents ou l'attractivité pour ce qui est en dessous, le détail de ce que l'on, des outils, les hubs thématiques, ce sont des grosses équipes projets, les écoles d'été, je traduis au fur et à mesure, les chaires, les divers types de chaires, et puis le nombre qu'on avait prévu, mis en place en 2021. Donc voilà, ça c'est la trajectoire, ce qu'on appelle la trajectoire de 2S en matière de recherche, telle qu'elle a été présentée devant le jury international. Cette trajectoire, je l'ai lissée sur 4 ans, arbitrairement, linéairement, et j'ai mis en face ce que l'on a fait. Alors voilà un premier exemple de résultats. Vous avez, en ce qui concerne les hubs thématiques, ce qui était prévu, 2 par an, 2 en 2018, 2 en 2019 et 1 en 2020, c'est les barres rouges, et en vert, c'est ce que nous avons fait. 1 en 2018 et 1 en 2019 pour l'instant. Donc là, vous allez me dire, aïe aïe aïe, c'est mal parti, nous sommes en retard. Alors, nous sommes en retard, oui, parce que les hubs thématiques, c'est quelque chose qui est assez compliqué à monter. Alors, pour rappel, c'est 6 enseignants-chercheurs qui vont décider de travailler ensemble sur un sujet très pointu. C'est donc une équipe projet, presque au sens de l'INRIA. Et autour de ces 6 enseignants-chercheurs, E2S va mettre des moyens, et des moyens très conséquents. 20 années de postdoc, 6 bourses de thèse, des moyens de fonctionnement, un support administratif et technique, bref, des moyens très conséquents. Ce sont des gros projets, et c'est vrai que ce sont des projets qui sont compliqués à monter. Cela dit, l'élément de satisfaction, c'est que le hub qui a été labellisé en 2019 est un hub partenarial, et là nous avons réussi, ou plutôt le porteur de projet, Hervé Martinez, a réussi à embarquer avec lui Saft et Arkema autour d'un projet de recherche sur les batteries tout solides pour les 5 années à venir. Et ça demande du temps de convaincre nos partenaires et puis de monter quelque chose qui sera un outil de travail et une équipe de recherche partagée avec eux pendant 5 ans. Donc c'est un peu normal que nous soyons en retard. C'est pas très grave. Les écoles d'été. Alors là, les écoles d'été, comme ce qui touche à l'animation, ça marche relativement bien, même très bien. Nous avions prévu de financer, d'aider à l'organisation d'une école d'été par an. Et en fait, nous en sommes à 4 par an. Ce qui montre effectivement, d'abord que nous avons des choses à dire, deuxièmement que les choses que nous avons à dire sont des choses de qualité, et troisièmement que ça se sait, si j'en juge, par l'audience aux écoles d'été qui ont été organisées jusqu'à maintenant.
Bien entendu, par rapport aux hubs thématiques qui sont des financements, qui sont des opérations à peu près à 6 millions d'euros, les écoles d'été, c'est quand même beaucoup plus modeste, mais quand même, c'est un symbole de l'attractivité de nos activités en matière de recherche. Je continue dans les choses sur lesquelles je pense qu'il faut s'en féliciter, et il faut surtout féliciter ceux qui ont proposé des projets, ceux qui ont œuvré pour que on puisse avoir de tels résultats. Le premier résultat vraiment marquant, qui a été le résultat personnellement qui m'a le plus marqué en 2018, et c'est consécutif à l'appel à candidature sur les chaires internationales. Les chaires internationales, ce sont des postes de professeurs associés sur lesquels nous allons recruter une personne qui va venir s'engager à venir travailler chez nous 2 mois par an pendant 5 ans. Nous y mettons un environnement, c'est-à-dire 2 bourses de thèse, 5 années de postdoc, des moyens pour assurer la mobilité des chercheurs, faire en sorte que lorsque le professeur n'est pas là physiquement sur le campus, eh bien les travaux continuent et les échanges restent possibles, et des échanges même très nourris. Et ce que nous avions visé, c'était des personnes effectivement très confirmées au niveau de leur activité de recherche et au niveau de leur visibilité à l'international. Vous voyez qu'on avait été très conservatif, on pensait en faire une par an. L'appel à candidature est un appel à candidature qui est ouvert au fil de l'eau, c'est-à-dire que les candidatures nous arrivent et puis on les examine au rythme des réunions du conseil scientifique externe. Et il s'est trouvé que pour la première candidature, pour la première appel, on a eu 9 candidatures qui étaient vraiment toutes d'une très très grande qualité. Alors le choix qui est proposé, le classement qui est fait, ce n'est pas nous qui le faisons. Quand je dis nous, c'est nous, membres du consortium, puisque c'est le conseil scientifique externe qui propose un classement au comité exécutif, au vu d'expertise et d'évaluation internationale. Et le conseil scientifique externe nous a classé, sur les 9 candidatures, nous en a classé 5. Mais comme on ne devait en faire qu'une, ben on a un peu coupé la poire en 2, et puis on a décidé d'en faire 3 en 2018. Et on en a fait 2 en 2019. Donc nous sommes bien au-delà de ce que nous avions prévu de faire, avec une bonne surprise aussi, puisqu'on a parmi ces 5 chaires, on en a une qui est cofinancée, on a même 2 qui sont cofinancées par nos partenaires. Donc c'est pour ça qu'on a réussi à en faire plus, parce que nos partenaires nous ont aidés pour mettre ça en place. Et ça va continuer. Alors ça va continuer à quel rythme aujourd'hui ? J'en reparlerai tout à l'heure, mais ça va continuer à un rythme peut-être un peu plus faible, mais quand même, on va essayer de maintenir cet outil opérationnel. Les chaires seniors. Alors les chaires seniors, ce sont des chaires finalement qui ont été construites sur le modèle des chaires existantes déjà à l'université. Un chercheur senior, 3 bourses de thèse, avec autour de ce chercheur un ou deux permanents, 5 années de postdoctorat pour une chaire qui va durer 5 ans, et si possible, même toujours d'ailleurs, la participation soit d'une collectivité, soit d'un partenaire privé, soit d'un mélange collectivité-partenaire privé. En fait, c'est au travers de cet outil-là qu'on a déployé l'essentiel de nos partenariats avec le secteur privé. Là aussi, ça a très bien marché. Ça a vraiment très bien marché. Il y en a 4 qui ont été créés en 2018. Il y en a une pour l'instant qui a été créée en 2019, mais il y en a d'autres qui sont à venir et qui seront débattues par le comité exécutif au mois de juin. Et je m'attends effectivement, là encore, à ce que ça marche très bien. Avec 2 typologies de porteurs de chaires. Dans le premier cas, il s'agissait d'une personne, le porteur de chaire était un enseignant-chercheur ou un chercheur permanent, membre du consortium. Ça a été le cas, par exemple, pour la chaire que porte Xavier Arnaud de Sartre en sciences sociales. Et lorsque le thème était important,
Et lorsque nous n'avions pas de bras chez nous, nous en avons aussi profité pour recruter sur ces chaires, sur un format qui est le même que le format des chaires juniors. Il y a quelques porteurs de chaires juniors dans la salle, c'est-à-dire sur le format de pré-titularisation conditionnelle. Je rappelle ce que ça veut dire. C'est un CDD de 3 ans avec une évaluation. À l'issue de cette évaluation, si l'évaluation est positive, l'engagement moral, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas faire autrement légalement, mais l'engagement effectivement de transformer cette chaire en poste statutaire pendant les 2 années qui suivent, d'ici la fin de la chaire. Donc on a fait un peu des deux. Et sur des opérations, par exemple sur le biomimétisme, où on voulait lancer des choses, là il fallait recruter, et on est allé recruter effectivement une personne qui n'était pas chercheur permanent au sein du consortium. Ce que je dois dire aussi, c'est que sur ces chaires, pour la plupart, pour les chaires partenariales, elles ont été signées avec des nouveaux partenaires. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça faisait partie des remarques du jury international. C'est bien, vous êtes à Pau, vous êtes une université, vu de Paris, vous êtes l'université totale. Hein, on est entre nous, on va se le dire. Mais quand même, ça serait bien que vous diversifiez un tout petit peu le portefeuille de vos partenaires. Ben, ça a été le cas. Ça a été le cas et c'est vraiment un outil qui fonctionne remarquablement bien. Avec des partenaires dans le domaine de l'informatique, des ETI, des PME aussi, dans le domaine de la biologie. Bref, une diversification qui est de bonne aloi, on va dire. Je continue avec les chaires juniors. Les chaires juniors, on est à peu près sur la trajectoire. On en a fait un peu plus que prévu en 2018 parce on a rajouté une chaire partenariale puisque ces outils-là peuvent être soit financés complètement par E2S, soit des outils construits en partenariat. Donc là, on est sur la trajectoire et on commence à voir les premiers effets des porteurs de chaires qui ont été embauchés en 2017. On commence à voir des projets se préparer, des dépôts à l'ANR, des dépôts de projets à l'ANR, bref. Je crois que les choses se déroulent tout à fait normalement et ils s'attachent tous à suivre la trajectoire qu'on leur a imposée au départ. Et ça, c'est aussi une très bonne chose. Dans le domaine du financement des doctorants et des postdoctorants, vous voyez, la trajectoire qui était prévue était décroissante. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait d'augmenter très rapidement la puissance scientifique du site et cette augmentation, elle ne pouvait pas se faire au travers des projets de chaires, au travers des projets de défis scientifiques ou des projets de hub thématiques. Tout de suite, c'était pas possible. Donc on avait une trajectoire qui était décroissante. On reparlera de cette décroissance, simplement pour vous dire que nous sommes en gros, on a fait ce qui était prévu, quoi. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il y a de le plus important pour l'instant. Les défis scientifiques. Alors les défis scientifiques, ce sont des petites équipes de recherche, puisqu'il s'agit pendant 3 ans de s'attaquer à un problème de recherche et y mettre au E2S qui apporte des moyens. Ça a marché très bien tant qu'on parlait de défis scientifiques académiques. Et ça a marché très mal quand on a voulu étendre cet outil-là à des partenariats, à des actions, à des défis menés en commun avec des partenaires du secteur privé. Alors quand je dis ça a marché très mal, c'est que le résultat de l'appel à projet 2019 a été, de ce point de vue-là, décevant. Mais décevant, quand je dis décevant, c'est pas de votre faute, c'est aussi de notre faute, parce que ça veut dire qu'on vous a proposé quelque chose qui n'était pas ce dont vous avez eu besoin aussi. Hein ? Donc, je crois que, sachant que cette année, les défis scientifiques étaient systématiquement des défis scientifiques en partenariat. On ne pouvait plus financer des défis scientifiques purement académiques. Donc ça a, on va dire, très moyennement marché. Voilà le premier paysage au niveau de la recherche. Alors, quelques éléments, parce que autour de toutes ces opérations qui structurent les équipements, ça c'est UPPATEC, structure les équipes de recherche,
renforce nos laboratoires au travers des chaires. Il y a aussi des outils qui étaient dédiés à la mobilité et des outils qui étaient dédiés à l'accompagnement des chercheurs pour préparer des projets des ERC, donc de l'European Research Council. Tout ce qui a été lié à la mobilité, je dois vous avouer que là, c'est un élément de déception pour nous. Il y a globalement à peu près 300 doctorants sur le périmètre de ZES chaque année. On pourrait s'attendre à ce que ces doctorants profitent d'une aide à la mobilité qui leur permet de partir pendant 3 mois quelque part, assez systématiquement une fois pendant leur thèse. Donc on doit avoir une centaine de candidats par an. On en a eu moins de la moitié. Donc là, il y a quelque chose. De la même façon, les postdoctorats d'excellence, qui sont là des contrats de postdoctorat qui sont offerts à des jeunes docteurs de l'université, donc soit qui viennent de soutenir la thèse, soit qui vont soutenir leur thèse d'ici la fin de l'année. Support postdoctoral pour aller à l'étranger. Et en particulier, aller chez nos partenaires et donc établir ou renforcer les relations avec nos partenaires. Là, on a eu, d'abord, on a fait un premier appel à projet, on a été obligé de l'annuler parce que les seules candidatures qu'on avait, elles n'étaient pas éligibles. Et puis on en a fait un deuxième et on a eu un nombre de candidats plus que modeste. J'ai peine à penser que dans la centaine de docteurs qui sortent de chez nous chaque année, on ne trouve pas de très très bons candidats qui ne cherchent pas un contrat postdoctoral pour aller travailler dans une belle université à l'étranger. Mais bon, voilà. Ça, c'est... Je suis là aussi pour vous dire ce qui marche, et je suis là pour vous dire ce qui marche, mais aussi pour vous dire ce qui ne marche pas, et vous faire part quelquefois de mon étonnement. Alors tout ça, ça se traduit, autant nous regardons effectivement ce que nous avons fait par rapport à la trajectoire, mais c'est pas uniquement avec ces outils-là qu'on suit E2S. On suit E2S au travers d'un certain nombre d'indicateurs. Ces indicateurs, ce sont soit des indicateurs que l'ANR et le secrétariat général pour les investissements du futur nous imposent, soit des indicateurs que nous nous sommes imposés au départ. Donc on nous a demandé, et c'est contractuel, de fournir une liste d'indicateurs, et c'est ce que nous avons fait, et donc nous suivons ces indicateurs. Enfin, nous les suivons, nous regardons ce qu'ils donnent d'une année sur l'autre. Et donc il y a des indicateurs qui sont relatifs à la recherche. Alors, le premier, le nombre de publications, c'est un indicateur commun. C'est pas un indicateur qui nous est propre. Alors, pourquoi c'est pas un indicateur qui nous est propre? Parce que si on compare l'ICID de Lille à l'ICID de Pau, il y a à peu près un facteur 10. Donc, quand on va commencer à compter les publications, il va y avoir forcément au minimum un facteur 10, et donc ça va pas être représentatif. Voilà. Nous, ce que nous avons suivi, c'est le facteur d'impact. Alors le facteur d'impact, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nombre de citations divisé par le nombre de publications, calculé sur 2 ans. Et là, je dois vous faire part quand même d'une certaine interrogation de ma part. Cette interrogation, vous l'avez quand vous regardez le nombre de publications et quand vous regardez l'évolution du facteur d'impact. On a grosso modo un électroencéphalogramme plat. Aucune évolution. Je ne vous cache pas que c'est problématique. C'est problématique, pas pour moi, hein, mais quand il va falloir défendre ça devant un jury international qui, lui, s'attend à des croissances et on peut le critiquer, il a tous les a priori du monde, mais le problème, c'est que c'est lui qui prend la décision. Hein, donc, il va falloir vivre avec. Nous avons un souci de ce point de vue-là, clairement. Du point de vue de la position de l'Université de Pau dans les classements, je dirais qu'on est à peu près là où on pensait être. Et donc, comme on ne s'est pas trop avancé dans les indicateurs, dans les objectifs que l'on a énoncés auprès du jury international, j'ai pas trop de soucis. Un autre indicateur pour nous qui est important, c'est l'augmentation du nombre de chercheurs. Et c'est pour ça qu'on recrute des chaires, c'est pour ça qu'on recrute pas mal de monde. Et là-dessus, je dirais que bon, on est bon an, mal an sur la trajectoire. Quand je dis bon an, mal an,
c'est parce que l'université elle-même recrute peu, à peu de postes. Donc effectivement, on est dans une situation qui est un peu délicate de ce point de vue-là, mais qu'on arrive à compenser grâce à des sites. Compenser thématiquement, bien entendu, avec un choix thématique. Un élément pour nous qui est important, et ça je le dis, E2S, contrairement à, je vais reprendre l'exemple de les sites de Lille, qui est la fusion de 2 universités et je ne sais plus combien d'écoles d'ingénieurs, il doit y en avoir 3 au moins, nous on fusionne avec personne. Nous, ce que l'on a, si ce n'est qu'on fusionne avec notre territoire. Ce que l'on a déployé, ce que l'on a proposé au jury, c'est une logique de marque. La marque, elle est déposée, E2S UPPA. Et la marque, vous devez, à l'université, parce que quand je dis vous devez, c'est parce que c'est la décision des instances de l'université, c'est pas moi qui vais vous imposer quoi que ce soit. Je suis pas représentatif pour ça. Dans chacune de vos publications, apposez cette marque dans votre affiliation, E2S, UPPA. On commence à le voir. En fait, c'est pas 15%, c'est 12% des publications de 2018. Mais c'est normal, c'est pas grave. Simplement, l'année prochaine, il va falloir que ce soit 100%. 15% parce que, ou 12% parce que ce qui est publié en 2018, si ça se trouve, c'est des manuscrits que vous avez envoyés en 2017, et au moment où vous avez renvoyé la version finale, vous avez peut-être oublié parce que c'était pas encore complètement dans l'esprit de tout le monde, mais aujourd'hui, ça doit être dans l'esprit de tout le monde. Et c'est important parce que c'est ça qu'on suit du point de vue de la bibliométrie. C'est la marque qu'on suit. Donc ça se déploie gentiment. Je rappelle aussi que nos partenaires privés, lorsqu'ils signent des publications avec nous, ou même sans nous, mais dans le cadre d'opérations que nous cofinançons, ont aussi la même obligation de mettre la marque. Et qu'eux, ils le font. Parce que ce sont des gens qui obéissent aux ordres. Voilà. Donc, donnez l'exemple. C'est ça le message. Voilà. Je passe à la valorisation. Je passe à la valorisation avec plusieurs outils et plusieurs choses que nous voulions déployer. Un ensemble d'outils de support, le bureau de liaison, qui est un peu notre... comment dire ça? Quand j'étais gamin, ça s'appelait SVP. Mais c'est un peu ça, du support à l'entrepreneuriat, des programmes conjoints, de la maturation, bref, et des professeurs associés. Bref, renforcer le lien, à la fois vers nos partenaires, mais renforcer aussi la sensibilité à l'entrepreneuriat. Et faire en sorte que les idées que nos étudiants, pas forcément nous en tant que chercheurs, mais nos étudiants, s'approprient les bonnes idées et en fassent des choses qui soient économiquement viables. Et ça, c'est s'ils le souhaitent. Et ça, c'est important. Alors, quelques éléments. À nouveau, même type de diagramme, des projets de maturation. Des projets de maturation que l'on mène en collaboration avec Aquitaine Sciences Transfert, puisque les sociétés d'accélération de transfert de technologie, c'est aussi leur job. Donc on le fait avec eux. Chacun finançant la partie qui correspond à sa mission, c'est-à-dire que nous, on finance plutôt le complément de recherche nécessaire, et puis Aquitaine Sciences Transfert va plutôt aller regarder les business plans. Ça marche relativement bien. On a 3 projets de maturation cette année en réponse à l'appel à projet. En 2018, en réponse à l'appel à projet. Je ne sais pas pour 2019, si c'est trop tôt ou trop tard. Enfin bon, bref. On verra bien ce que ça va donner en 2019. La création d'entreprise ou les projets de création d'entreprise, et ça a été pour moi toujours pareil. Il y a des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Ça fait partie des excellentes surprises. Avec le nombre de projets que nous avons et de projets aussi de création d'entreprise, même en dehors de 2S. Ça veut dire que ce qui a été mis en place, les cours, les unités de formation à la sensibilisation à l'entrepreneuriat,
les escape games qui ont été organisés, ça veut dire que les spring camps, les formations spécifiques, celle qui va être organisée à la fin du mois. Tout ça, c'est en train de créer une dynamique, c'est en train surtout de créer une dynamique auprès de nos étudiants. Et ça, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est finalement comme ça qu'on va irriguer au sein de notre territoire. Et ça marche vraiment très bien. Je crois qu'on en est à 6 entreprises. Voilà. Exactement. Donc bravo pour ceux qui ont mis ça en place. C'est vraiment je pense que de ce point de vue-là, si E2S ne fait que ça, personnellement, pour moi, personnellement, je trouverais que c'est déjà une réussite. Voilà. Quelques éléments quelques indicateurs, là encore. En fait, le seul indicateur sur lequel nous sommes en retard, c'est le nombre de brevets déposés. Alors ça me rappelle l'Institut Carnot-Ifort quand j'y étais, parce qu'on avait exactement le même problème. Tous les autres sont au vert. À la fois l'augmentation des ressources, parce que les chaires génèrent énormément de ressources. Et ce qu'on voit cette année, ce qu'on voit en 2018, ça n'a rien à voir avec ce qui va être en 2019, parce que la plupart des chaires, enfin des conventions de chaires, ont été signées en 2019. Donc l'augmentation que vous voyez là, c'est presque sans les chaires partenariales. Donc les chiffres tels qu'ils sont affichés pour notre cible pour 2021, on l'aura dépassé en 2019. Ça marche très bien. Les startups, on a dit que ça marchait fantastiquement bien. Les centres techniques, c'est un peu plus compliqué quand même, à monter un centre technique, ça prend un peu plus de temps. Je dirais que ça va se faire, et les laboratoires conjoints, là aussi, il y en a un qui a été créé, et ça va se faire là aussi, sans trop de difficultés. Bref, on est en ligne, sauf pour les brevets, et là, je ne sais pas comment... je ne sais pas d'abord si c'est important ou pas, parce qu'en discutant avec nos partenaires, avec les universités qu'on a pris comme modèle, ou qu'on est allé visiter lorsqu'on a fait du benchmarking, par exemple, quand on discute avec le MIT, ça ne l'intéresse pas du tout de déposer des brevets. Mais vraiment pas du tout. Ils en font quasiment pas d'ailleurs. Pour une université qui est quand même connue pour son innovation, c'est un peu curieux. Donc je sais pas, on va se pencher sur ce sujet-là. Je me demande si finalement, au bout du compte, est-ce que c'est un critère pertinent ou pas. Bon, il y est, on va le suivre. S'il n'est pas pertinent, on expliquera au jury international en quoi on pense qu'il n'est pas pertinent, et puis ils nous diront si on a tort ou si on a raison. Ça ne veut pas dire qu'on ne privilégie pas le dépôt de brevet, loin de là. On va continuer à le faire parce qu'on a quand même des objectifs. Mais bon, c'est un constat. Sur la partie formation. Sur la partie formation, donc je vous disais tout à l'heure en introduction qu'on déroule en fait notre programme autour de ces flagship programs, donc des programmes au niveau master qui sont dans le périmètre énergie et environnement, avec un objectif d'internationalisation, d'être capable de proposer à un public anglophone un catalogue de cours qui couvre peu ou prou toutes les spécialités que nous avons et pour lesquelles nous sommes visibles. Des objectifs pour aller plus loin, des masters conjoints, des masters internationaux conjoints, et ça va arriver en 2019 probablement. Des programmes d'innovation pédagogique, E2S soutient de la recherche, des projets de recherche. On doit aussi soutenir des projets pédagogiques, ça en fait partie. Et on a des super trucs, vraiment. L'an dernier, j'étais au jury, j'étais vraiment ravi de voir les projets qui nous étaient proposés. Et bien entendu, l'Académie des talents, qui est là pour accompagner les élèves depuis la L3 jusqu'au M2, et accompagner financièrement. Avec des opérations un peu plus, pour l'instant un peu moins visibles, et j'espère qu'elles le seront un peu plus en 2019,
enfin que vous les verrez un peu plus, parce que c'est des opérations qui sont liées à la vie étudiante, à la fois à l'aménagement des espaces et à l'aménagement de l'environnement numérique. Il y a déjà des choses qui ont été faites sur la conciergerie numérique, mais il y a encore beaucoup à faire sur ces sujets-là. Comme tout à l'heure, un petit bilan. Un petit bilan sur l'internationalisation des programmes de master. Vous voyez ce qui était prévu, 50% en 2020, nous sommes aujourd'hui à 60% en 2019. Avec un bémol quand même, il s'agit essentiellement de formation au niveau M2. Donc je dirais, il ne faut pas relâcher la pression, il reste le M1 à faire. Qui est un peu plus délicat à faire, peut-être moins évident dans la mesure où c'est un peu moins relié à nos activités de recherche, mais il va falloir quand même s'y atteler. Et pour ça, on continue d'accompagner les enseignants-chercheurs qui le souhaitent, pour qu'ils basculent leurs cours en anglais. Et cet accompagnement, d'abord, c'est pas un accompagnement sur 1 an, c'est un accompagnement sur 3 ans, qui commence par un séminaire de 6 mois de discussion. C'est un accompagnement pédagogique, c'est pas un accompagnement linguistique. S'il faut accompagner de façon linguistique, on le fait, mais la plupart du temps, il n'y a pas besoin. Ou le besoin est vraiment minime. Il est facile à satisfaire. Donc un accompagnement linguistique, mais aussi un accompagnement pédagogique. Repenser ses cours, je veux dire des choses qui sont assez évidentes, hein, le remettre dans un format où finalement centré sur les compétences et non pas centré sur les savoirs. Bref, faire ce travail-là, le cours est donné en anglais et l'enseignant va être ensuite accompagné pendant 2 ans pour améliorer son cours avec un accompagnement dégressif, hein, sous forme d'heures complémentaires. Ça, c'est pour l'internationalisation. Les projets d'innovation pédagogique, vous voyez, on a 5 en 2017, 6 en 2018, peut-être 5 ou 6 en 2019, bien au-delà des 3 par an que nous pensions financer. Et ça, j'en suis aussi ravi. Alors, les indicateurs sont un peu plus difficiles à regarder. Pourquoi? Parce que lorsque l'on a préparé le projet, ce qu'on avait en tête, c'était d'essayer de faire bouger un peu les lignes en ce qui concerne les étudiants. L'université de Pau est dans le périmètre énergie-environnement. On a à peu près 70% de nos élèves qui sont en licence. On a une toute petite vingtaine de pourcents d'élèves qui sont en master et 4% d'élèves en doctorat. Ça veut dire qu'on doit être à 72-74% d'élèves en licence. Et l'idée, c'était de rééquilibrer pour arriver à 60% d'élèves en licence et 40% d'élèves master plus doctorat. Ce qui correspond à des standards plus internationaux. Sans pour autant baisser le nombre d'élèves de licence, hein, qui, je vous le rappelle, croît plus rapidement que son nombre en ce moment. Donc c'est une difficulté supplémentaire que nous avons. Et donc les pourcentages que vous voyez là, c'est le résultat de ces objectifs. Hein, 10% d'élèves en doctorat en 2021, 30% d'élèves de master en 2021, ça fait ces 40%, et donc 60% d'élèves de licence. Alors ça marche pas. Ça marche pas parce que le nombre d'élèves en licence croît beaucoup plus vite, et c'est dans la mission de l'université, donc on ne va pas du tout le remettre en cause. Donc nous les calculons en prenant comme référence le nombre d'élèves en licence au moment où on a été labellisé. Parce que sinon, on ne sait plus faire. Et on commence à avoir une certaine augmentation, plus lente que prévu, mais une augmentation. Alors autour de ça aussi, cette augmentation-là, ça veut dire qu'on change un tout petit peu le profil des personnes des étudiants qui sont accueillis à l'université. Et ça demande une infrastructure d'accueil, et c'est le Welcome Desk, hein, qui a travaillé, qui a été opérationnel dès la rentrée dernière et qui a travaillé très très dur avec vraiment beaucoup de succès et surtout un succès très apprécié par les usagers. Hein. Ça, pour rencontrer des étudiants régulièrement, vraiment ils apprécient beaucoup cette prise en charge finalement pour
résoudre des problèmes administratifs, pour résoudre des problèmes de visa, pour résoudre des problèmes de caisse d'allocation familiale, des problèmes de logement, bref, tout un tas de problèmes de la vie de tous les jours qui sont pas simples à résoudre lorsqu'on vient de l'autre bout du monde. Et puis aussi, bien entendu, une stratégie concertée en direction d'un certain nombre d'universités, et ça c'est le job de l'IPU, International Project Unit. Voilà. Alors j'ai parlé un peu de croissance du nombre de personnes. Voilà ce que donne l'évolution du nombre de doctorants en vert ce que nous avons fait et en jaune-beige ce qui est prévu. Alors on est un peu en retard, un peu en avance sur la trajectoire, mais globalement, les tendances sont là et ça va. Ça se passe relativement bien. Là où ça se passe un peu moins bien, c'est au niveau des masters. Au niveau des masters, alors pourquoi ? Parce qu'il y a eu une diminution du nombre d'inscrits en master en 2017, à la rentrée de 2017, pour une raison que je ne connais pas. Et là, on est un peu... du coup, on a pris un peu de retard, mais je dirais qu'on rattrape le temps perdu. Et j'attends avec une grande impatience de voir comment va se passer la rentrée 2019 avec tout ce que vous connaissez sur les droits d'inscription extra-communautaires. Enfin bon, bref, ça ne nous a pas simplifié la tâche, hein, cette petite affaire. Mais bon, c'est comme ça. Et ce travail-là de recrutement des masters, c'est un travail qui est mené avec les responsables de master. Les responsables de master qui vraiment s'attachent à faire les efforts qu'on leur propose de faire et pour lesquels on les accompagne, généralement, ça marche bien. Ça marche vraiment, même très bien. Hein, on a pu ouvrir l'an dernier 2 masters internationaux avec entre 10 et 20 étudiants par master sans difficulté, quand c'est bien préparé. Donc ça veut dire que c'est possible. Dernier point dans le bilan, la gouvernance. Alors je ne vais pas revenir sur la réorganisation de l'université, hein, bien que très souvent E2S est identifié à la réorganisation de l'université. Non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Ce n'est qu'une petite partie à la réorganisation de l'université dans E2S. Les structures fonctionnent. Il y a des structures qui ont été accueillies, qui ont été placées au sein de 2S Pyrène, par exemple, l'IDEFI. Sur tout ce qui est transfrontalier a été placé au sein de 2S. Ça, c'était une demande de l'ANR. Et puis, il y a des structures supports aussi qui ont été déployées, en particulier à destination des postdoctorants et des porteurs de chaires. Hein. C'est tout ce qui est suivi du développement des carrières. L'idée étant que lorsqu'on passe à l'université de Pau, et que lorsque l'on doit en partir, on n'en part pas comme ça. On en part en préparant les choses, en faisant en sorte de pouvoir rebondir, on en part en ayant un projet de carrière. Et ça, c'est, je pense, tout aussi important que de venir à l'université. Voilà. Donc ça a été mis en place, c'est opérationnel, et ça fonctionne pour l'instant, on va dire, relativement bien. J'ai parlé tout à l'heure de la marque de 2S. Alors c'est une marque déposée, E2S UPPA, sans trait d'union. Il y a quelques-uns dont je fais partie, qui l'écrit de temps en temps avec un trait d'union, mais ce qui a été déposé, c'est E2S espace UPPA. Il y a un logo, un site web, on finance des opérations, on a un kit de communication qui est disponible, bref, tout ce qu'il faut pour que lorsque l'on part à l'extérieur, on puisse emmener avec soi le nécessaire pour communiquer. On organise des workshops, on organise des ateliers. Alors, on a organisé en fait 4 ateliers, 2 et 2, je dirais. 2 qui étaient des ateliers qu'on a organisés avec des partenaires sur des sujets particuliers. L'idée était de déboucher sur des projets en commun. C'est le cas où ça va être le cas. Et puis des ateliers aussi où on a voulu réunir finalement les enseignants-chercheurs de l'université, parce qu'on s'aperçoit qu'on ne se connaît pas. Hein. On ne se connaît pas, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait ensemble, parce qu'on travaille ensemble.
L'idée, c'était effectivement de faire en sorte qu'il y ait une identité qui se développe. Et j'en reparlerai tout à l'heure. Un premier atelier qui a été organisé en septembre à Anglet et un deuxième atelier qui a été organisé à Puangali, qui réunit celui-ci les directeurs d'unité de recherche de l'université. On a l'occasion d'avoir des rencontres régulières avec les acteurs socio-économiques, avec les collectivités. On a organisé des cycles de conférences. Bref, ça c'est pour dire que cet aspect-là, on ne l'a pas laissé de côté, mais on n'a peut-être pas tout à fait fait le job de ce point de vue-là. Alors, une question que l'on s'est posée, et que je me suis posée lorsqu'on a préparé le mi-parcours avec le conseil scientifique externe, c'est finalement le jury international nous avait dit « Ok, on vous labellise », mais il avait fait un certain nombre de recommandations. Alors, la première chose à faire, c'est est-ce qu'on a écouté les recommandations du jury international et est-ce qu'on en a tenu compte? Vous avez en noir les recommandations du jury, pratiquement texto, mot pour mot, et en rouge ce que l'on a fait. Alors la première recommandation, parce que finalement on proposait une marque avec une association entre le public et le privé, on a dit oulalalala, attention, il faut qu'il y ait quand même définir des règles, et en particulier des règles liées à la propriété intellectuelle, des règles liées à la façon de travailler ensemble. Et ça, c'est quand même la crédibilité de ce que l'on veut mettre en place qui est mise en cause. Alors, en particulier, une des règles, c'est l'appropriation de la marque et l'appropriation contractuelle, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on va travailler, on a commencé à travailler là-dessus, mais demain, pour tous les nouveaux contrats, finalement, ils auront tous cette clause qui va être portée dans les contrats, à valoir aussi bien pour nos personnels que pour les personnels de nos partenaires concernés. Je vous ai parlé tout à l'heure de la diversification du portefeuille de partenariat. Et là-dessus, je pense qu'on a fait le job, pour l'instant. Ça va continuer. Il y a d'autres opérations qui vont être lancées. Mais même si Total reste un soutien important, et Total va continuer à nous soutenir encore plus, il n'y a pas que Total qui soutient l'Université de Pau et des Pays de la Dour, loin de là. La politique internationale. De ce point de vue-là, c'est un effort assez... dont l'impact est assez difficile à mesurer, au moins difficile au moment où on a fait l'analyse du mi-parcours, parce qu'on fonctionne par rentrée universitaire, que E2S a été labellisé on a commencé à travailler au mois d'avril, c'était déjà trop tard pour la rentrée 2017. Donc la première année, finalement, c'était 2018. On a fait des choses, et puis on va voir ce qui va se passer à la rentrée 2019. C'est pour ça que là, on a beaucoup travaillé. Ernesto Exposito, Olivier Hoffman ont beaucoup travaillé à la mise en place de ces catalogues, et puis ils ne sont pas les seuls, à la mise en place des catalogues, au fait que nos formations aujourd'hui, on les trouve sur tous les sites web internationaux qu'il faut pour que les gens puissent regarder ce que nous faisons et éventuellement s'inscrire. Bref, il y a un boulot qui a été fait, on verra. C'est un peu tôt pour en tirer des conséquences. Les procédures de recrutement, aussi bien au niveau undergraduate que le doctorant, que les enseignants, le jury nous a demandé de mettre en place des procédures qui soient particulièrement rigoureuses. Alors, plusieurs réponses à cela. La première réponse, c'est que nous sommes au sein du comité opérationnel de 2S, celui qui est au fourneau toutes les semaines, et qui fait avancer les choses. Nous sommes en train de rechercher, enfin on aura l'audit à la fin du mois dans le cours du mois de juin, une certification ISO 9001. Alors la certification ISO 9001, elle est là simplement pour dire qu'il y a des procédures. C'est pas fait n'importe comment. Lorsqu'on recrute un porteur de chair, on ne fait pas, c'est pas une improvisation.
Il y a des procédures qui sont là. Ces procédures, la labellisation ISO 9001, c'est un point de départ, hein. C'est pas une fin en soi, hein. Mais ça veut dire qu'effectivement, on attache énormément d'attention à la qualité de recrutement. Et puis, il y a, on n'est pas les seuls à avoir pensé ça, il y a des chartes européennes, il y a des règles européennes. L'Europe a dû avoir à un moment les mêmes problèmes que nous avec la mise en place des actions Marie Curie, hein, avec les recrutements. Donc ils ont pourvu quelques directives et quelques textes. On va continuer à développer ça et à avoir les certifications européennes qu'il faut. Donc là, on y travaille. Le jury était très sensible au fait que nous avions proposé des outils pour développer l'excellence pédagogique, et en particulier des projets d'innovation pédagogique, mais pas que. Et il a souhaité que nous en fassions encore plus. Je pense qu'avec ce que pour l'instant nous sommes en train de faire dans le domaine de l'entrepreneuriat, l'innovation pédagogique, la mise en place de nos catalogues internationaux, de nos catalogues de cours en anglais, on est en train de répondre à la question, mais s'il y a un message à retenir que le jury a voulu nous faire passer, E2S, c'est pas que de la recherche. Et le jury international l'a dit, mais notre conseil scientifique externe nous l'a dit aussi. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, on regarde ça, on le regarde de près. Une dernière remarque, alors cette remarque, je ne sais pas comment il faut exactement la prendre, parce que le Design Clear Indicators and Start Tracking the Sense of Belonging, bref, le sentiment d'appartenance à une communauté, ça ils l'ont mis à toutes les initiatives. Donc, on n'était pas les seuls, mais quand même, dès la première réunion, au mois de novembre 2017, notre conseil scientifique externe nous a dit, vous savez, le sentiment d'appartenance à E2S viendra des étudiants, pas des enseignants-chercheurs. En gros, vous êtes trop vieux pour changer d'avis, écoutez donc vos étudiants. Moi, j'en suis vraiment convaincu. Et donc là, il y a du boulot, il y a du travail à faire. Donc on y travaille. Alors, muni de tout ça, de ce diagnostic, la question qu'on s'est posée, c'est celle-là. On fait des choses, on a une trajectoire, on a prévu de faire des choses. Est-ce qu'il faut changer un tout petit peu les outils? Est-ce qu'il faut changer la façon dont on les déploie? Tout en gardant en tête un certain nombre de biais, de points d'attention qu'on a vus ça et là. Et j'ai essayé de les résumer, c'est vraiment très très résumé. Les points d'attention, c'est nos challenges scientifiques, nos défis scientifiques, nos projets n'ont pas été dimensionnés pour développer de nouveaux partenariats. Trop gros. Bon. Un deuxième point, j'en ai pas du tout parlé, l'Académie des talents. L'Académie des talents, c'est chaque année 75 étudiants. Ce qu'on aurait voulu, dans l'idéal, c'est 25 étudiants en L3, 25 étudiants en M1, 25 étudiants en M2, qui vont recevoir une bourse, de l'argent, pour pouvoir se consacrer à leurs études, dans les meilleures conditions possibles. Or, en moyenne, c'est des bourses de 8 000 € par an. Donc je vous laisse faire la multiplication, c'est quand même pas des petits chiffres, et bien c'est pas un petit nombre. Et ce que nous avions en tête, c'était que nos partenaires du secteur privé nous aident. Et aujourd'hui, ils ne le font pas. Donc là, il y a un point d'attention. Donc on a un peu moins de bourses. Donc là, il y a un point d'attention. Et enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, tout ce qui était lié aux mobilités, que ce soit alors les mobilités, que ce soit pour les enseignants-chercheurs, pour les chercheurs, pour les post-doctorants et pour les doctorants, tout ça, ça marche au ralenti. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point d'attention. Et puis on a des indicateurs qui sont, ça c'est qualitatif ce que je viens de dire, et là on a du quantitatif qui est par contre aussi, c'est pas rouge, mais c'est orange, sur notre production scientifique, sur nos brevets, et sur le retard qu'on peut accumuler, parce que c'est tout ce qu'on n'a pas fait une année, c'est très difficile à rattraper l'année suivante, sur les objectifs de croissance en termes de ressources humaines. Ça, c'est le panorama.
énormément de points de satisfaction et quelques points comme ça qui ressortent, qui demandent à être regardés avec attention. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et à partir de là, on a essayé de proposer 4 grandes directions. 4 grandes directions. La première, c'est que globalement, d'ailleurs il suffit de voir les gens qui sont dans la salle, 350 personnes enseignants-chercheurs, plus 320 aujourd'hui ou 322, qu'importe, plus autant de doctorants et de post-doctorants, on n'est pas 600 dans la salle. Alors si on compte les excusés, on va descendre à 400, mais on n'est toujours pas 400 dans cette salle. Ce qui veut dire que E2S n'a pas atteint tout le monde. Et donc, il faut déployer des efforts pour faire en sorte que chacun d'entre nous, à l'Université de Pau, au CNRS, à l'INRA, à l'INRIA, quand on est sur le site sur les campus de l'UPPA, eh bien on se sent concerné, on sent qu'on fait partie de l'aventure. C'est la première direction. La deuxième direction, elle découle directement de ce qu'on a vu sur l'échange scientifique. Il faut faciliter les partenariats. En gros, on vous a proposé des outils qui étaient adéquats lorsque les premiers partenariats existaient déjà. Donc ça sert à faire croître des partenariats, ça ne crée pas des nouveaux partenariats. Bien que on ait vu des choses, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on rattrape notre retard sur le nombre de postdoctorants, doctorants, et chercheurs et élèves de master, parce qu'ils font aussi de la recherche, au moins pendant 6 mois pendant leur M2, ou pendant 4 mois pendant leur M2. Ça, c'est la troisième direction. Et la quatrième direction, c'est finalement l'identité commune. Développer ce sens d'appartenance. Encore plus. Pour chacune de ces actions, on a essayé de proposer des choses. C'est là où la partie nouvelle arrive. La première chose, c'est que finalement, il y a un grand nombre de chercheurs et d'enseignants-chercheurs qui sont dans le consortium et qui ne se sentent pas concernés, qui ne répondent pas à nos appels à projets. Donc on va aller les chercher. On va aller les chercher en leur disant, on vous propose un appel à projet de financement d'allocation de recherche. Avec une condition, il nous reste une condition, c'est que vous n'ayez pas bénéficié de soutien de 2S auparavant, dans le domaine de la recherche. Donc c'est le bonus à ceux qui viennent juste d'arriver. Voilà. C'est cet appel à projet qui va sortir cet après-midi. On a essayé de réfléchir quand même un tout petit peu à cet appel à projet pour qu'il puisse être pour qu'il puisse mobiliser le plus de personnes possible. Alors ça veut dire en particulier que pour les gens qui ne sont pas habilités à diriger des recherches, eh ben, ils auront le droit d'être directeurs de recherche sur ces allocations. Et on travaille avec les services de l'université et avec les écoles doctorales pour faire en sorte que ce soit possible, pour modifier les textes. Alors ils auront le droit, avec quand même un engagement, c'est qu'ils soutiennent leur HDR, si ce n'est pendant la durée de la thèse, au moins juste après, au maximum juste après. Donc on espère que de cette façon, on va pouvoir commencer à mobiliser plus de monde. Alors déjà, on ne va pas mobiliser ceux qui sont déjà servis, entre guillemets, passez-moi cette expression, hein, puisque eux, ils n'auront pas le droit de répondre. Donc, par définition, on va aller en chercher d'autres. On va aller chercher d'autres personnes. Voilà. Cet appel, il va aller très vite. Très vite, parce que il faut qu'il soit bouclé le 7 juin. Donc ça veut dire que les dossiers à faire seront légers, hein, c'est des dossiers c'est des projets de thèse, seront assez concis. Ça veut dire que l'évaluation, on va la mener très rapidement et que l'on va conseiller fortement aux personnes qui vont répondre à cet appel à projet
de se mettre en chasse de trouver des candidats dès le dépôt de leur projet, sans attendre les résultats. Parce que c'est maintenant qu'on recrute les doctorants pour la rentrée prochaine. Et c'est presque déjà trop tard. On fait au plus vite. Voilà. Proposer des outils qui permettent de faciliter les nouveaux partenariats. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que je vous présente là, c'est directement la conséquence de ce que j'ai dit tout à l'heure. Les challenges scientifiques, les défis scientifiques, 2 bourses de thèse, 3 ans, 3 personnes qui vont 3 permanents qui vont travailler sur le sujet, ça c'est déjà des actions qui s'inscrivent dans un partenariat existant. Donc, on va mettre en place un outil de financement d'amorçage. Et l'amorçage, c'est là encore sous la forme d'allocation de recherche, où là, la contribution de 2S, ça sera 1/3 du financement du projet, fonctionnement compris. Donc en gros, E2S va financer le fonctionnement et le partenaire va financer, si possible au travers d'une bourse CIFRE, et s'il s'y prend bien, ça ne va pas lui coûter bien cher, va financer l'allocation de recherche. Celui-là, il est déjà sorti d'appel à projet. Donc, si pour ceux qui ont l'habitude de regarder le site de 2S, ils doivent le connaître. Vous aurez remarqué qu'on propose beaucoup d'outils qui vont financer des thèses, parce que ça fait partie aussi de notre indicateur. Il faut qu'on augmente le nombre de doctorants. Donc, quelque part, on essaye de faire des choses cohérentes. Augmenter le nombre de doctorants, ça veut dire aussi qu'il faut se mettre en position de pouvoir bénéficier d'actions communes, aussi bien au sein du consortium qu'au sein des organismes de recherche qui sont associés au consortium. Le BRGM, avec qui on a signé un contrat cadre, le CEA, avec qui on va signer un contrat cadre, l'IFPEN, avec qui on va signer un contrat cadre. Bref, il faut se donner la possibilité de cofinancer des allocations de recherche avec eux, dès lors qu'il y a des relations, on va dire, structurées. Ça fera l'objet d'un appel à projet pour l'année prochaine, un appel à candidature pour l'année prochaine. Le dernier point concernant les élèves de master, alors l'action, vous n'allez pas la voir, mais c'est important que je vous en parle. Lorsqu'on a fait le bilan avec les responsables de formation, bilan où on présentait les objectifs de croissance et on essayait de comprendre pourquoi ces objectifs de croissance étaient difficiles à atteindre, lorsqu'on a fait ce bilan, on s'est aperçu d'une chose. Si chaque master a une croissance qui est, somme toute, assez modeste, on peut arriver à notre indicateur, à notre objectif, notre cible, qui est de l'ordre de 1100 élèves en master. Je vous rappelle qu'on est parti de 800 à peu près, sans avoir à dédoubler des groupes, sans que la maquette pédagogique coûte plus cher. Parce que sinon, on aurait proposé de compenser l'augmentation du coût. En fait, ce qui bloque, c'est ce que nous ont dit les responsables de master, ce sont les indemnités qui sont versées aux élèves de master lorsqu'ils sont en stage. Beaucoup de responsables nous ont dit, moi j'en prends pas autant parce que j'arrive pas à leur proposer des stages, et en plus si je leur propose des stages dans nos laboratoires de recherche, j'arrive pas à les payer. Qu'à cela ne tienne, E2S financera donc les indemnités de stage de master. Alors comment nous allons faire ça? En fait, nous allons le faire en finançant les collèges pour cela. Et E2S financera l'augmentation du nombre de stagiaires. En d'autres termes, si dans une formation il y a 25 élèves en 2016-2017, et que demain, à la rentrée, il y en aura 35, E2S financera 10, donnera au collège l'équivalent en indemnité de le montant qu'il faut pour financer ces 10 élèves. Après ça, le collège les distribuera comme il le souhaite. C'est pas notre
c'est pas à nous de faire ce travail-là, mais en fait, on financera l'augmentation. Voilà. Ça a été acté. Ça sera mis en place dès la rentrée prochaine. Le dernier point concerne notre identité commune. Alors, on se souvient de ce que le conseil scientifique externe nous a dit. Vous savez, le sentiment d'appartenance viendra des étudiants. Donc, il faut aller vers les étudiants. Et la première chose qu'on va faire, c'est organiser un concours étudiant qui va démarrer en 2019, à la rentrée 2019. Un concours auquel on espère avoir pas mal d'étudiants qui vont participer. L'idée était de créer le campus de demain. Et on souhaite avoir que des groupes, en fait, d'étudiants, et puis si possible des groupes de personnes venant de disciplines différentes, histoire que ce soit pas, qu'on n'ait pas d'un côté les élèves de l'ISABTP qui vont nous construire des bâtiments, de l'autre côté, enfin bon bref, je parle de l'ISABTP parce que au moins je sais de ce dont je parle. Mais bref, il y a un mélange de cultures. Voilà, c'est ça l'objectif. Le conseil scientifique nous a dit, oulala, ça c'est bien, mais ça suffit pas, ça. Alors, il va falloir qu'on organise des séminaires, des conférences à destination des étudiants sur des thématiques énergie-environnement. Mais ça suffit toujours pas. Ça suffit toujours pas. Le conseil scientifique nous a demandé, en fait, de taguer, alors pardon, c'est encore de l'anglais, mais comme il s'exprime en anglais, donc d'identifier dans les curriculums de licence en particulier, tout ce qui touche à l'énergie et à l'environnement, et de faire en sorte que chacun puisse construire, presque si ça l'intéresse, puisse construire un cursus à partir de ça. Alors comment, je ne sais pas, mais taguer des choses, les faire ressortir et mettre un logo à côté, ça on saura faire. Après ça, il faut qu'on réfléchisse sur ce qu'on va en faire ensemble, avec les responsables de licence, avec les collèges. Mais là, il y a une piste à creuser. Une autre piste qui nous a été proposée, c'était d'organiser une Twitter conference. Je savais même pas que ça existait. Alors, une conférence sur Twitter, ça existe. Donc, on m'a expliqué en quoi ça consistait. On m'a dit, ce que m'ont dit les membres du conseil scientifique, vous allez demander à vos étudiants, ils vous expliqueront. Hein. Voilà la réponse que j'ai eue. Hein. Parce que eux, ils le savent. Il y a des conférences qui sont organisées comme ça sur un format Twitter. C'est-à-dire qu'on est capable de présenter, chacun à tour de rôle, sur le format, donc en 260 et quelques caractères, quelque chose. Voilà. Bon, je sais pas si on peut transposer ça à notre culture, on verra. Mais bref, les idées ne manquent pas. Et les idées ne manquent pas aussi pour faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'animation sur le campus. Et là, je pense essentiellement aux étudiants qui sont internationaux et qui arrivent aussi sur le campus. Bien entendu, ils sont accueillis, ils sont très bien accueillis par l'université, mais il y a une différence entre un accueil par l'université, un accueil dans les laboratoires, et puis des rencontres régulières, des barbecues tous les 15 jours quelque part, ou bref, faire en sorte que toutes ces choses-là vivent, et pas vivent simplement une ou deux fois par an. Bref, là il y a encore du travail. On va essayer d'ouvrir des lieux communs, justement, de communication, enfin des cafétérias, d'ouvrir des lieux communs, à la fois sur le campus de Pau, sur le campus de la Côte Basque et sur les autres campus, si on y arrive, qui soient connectés en permanence, c'est-à-dire connectés entre eux en permanence, ça permettra de faire du multisite, et qui sont aussi des lieux, finalement, où on peut venir discuter avec des collègues, boire un café, bref, et même parler d'autre chose que 2S, parce que c'est finalement tout aussi important. Voilà. Ça, c'est le premier point. C'est mettre encore plus d'animation autour de 2S sur le campus. J'espère qu'on va pouvoir petit à petit déployer ces choses-là. Le deuxième chantier, et ça c'est un chantier en fait qu'on a démarré en septembre dernier avec un panel de chercheurs de 2S, c'est d'être capable de se définir nous-mêmes dans des termes qui sont intelligibles par tous. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Moi je fais ça.
Alors, moi je fais ça, mais si on le dit dans nos langages respectifs, je peux vous assurer, j'en ai fait encore l'expérience ce matin, personne ne va comprendre. Aussi, il y aura les esprits éclairés, nos chers collègues qui comprendront, et encore, et encore. Donc l'idée, c'est de mettre en place ce qui une approche qui est une approche qu'on s'est inspiré de rapports de l'Union européenne, qui est une approche par mission. Une mission, en gros, c'est alors le terme anglais, c'est Big Science for Solving Society Problems. Donc c'est Big Science, ça veut dire placer quand même la science au cœur de la résolution de problèmes, et de la résolution de problèmes qui concernent tout le monde. Alors ça, c'est la façon dont l'Union européenne dans ce rapport le définit, mais c'est aussi une façon d'expliquer ce que l'on fait tous les jours. 2 séminaires de travail sur ces sujets-là, et c'est pas fini. Et il y en aura d'autres. Mais cette approche, elle a été aussi aujourd'hui reprise et étendue par l'Université de Pau pour préparer le contrat quinquennal. Donc, ce qui a été initié au sein de 2S est en train de dépasser le cadre strict énergie-environnement. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver l'énergie et l'environnement partout, mais ça veut dire que la démarche, la façon d'expliquer ce que l'on fait, cette démarche-là, elle va être reprise partout et dans toutes les disciplines. Enfin, du moins, c'est ce que l'on souhaiterait. Alors, les résultats, parce que j'ai parlé de façon un peu abstraite, à l'issue de ces 2 séminaires, finalement, on s'est dit, il y a une première chose qui définit ce que l'on fait. La première chose qui définit ce que l'on fait, c'est d'être capable, nous scientifiques, ou sachants, de mieux vivre dans la société dans laquelle on vit. À la fois de savoir expliquer, et Dieu sait qu'aujourd'hui c'est pas une tâche simple, mais aussi d'être capable de proposer des solutions sans pour autant que ces solutions-là soient des solutions qui vont à rebours de ce que l'on entend aujourd'hui par le progrès. Et là encore, chacun peut constater aujourd'hui que quand généralement un expert scientifique propose une solution, tout le monde va lui tomber dessus en lui disant « mais t'as pas pensé à ci, t'as pas pensé à ça, ton truc, il faut surtout pas le faire parce que c'est dangereux ». Bref, d'être capable de renouer ces liens de confiance entre les scientifiques et la société au sens large. Ça pourrait définir bien entendu n'importe quelle université, sauf que nous, ce qui va nous définir, c'est qu'on va faire ça chez nous, pas ailleurs, sur notre territoire. Et c'est un peu ça qui fait notre spécificité. Bon, ce ne sont que des valeurs, hein, mais parfois ô combien importantes. Et 4 missions. Alors pour l'instant, il y en a 4, il pourrait y en avoir 5. Dans l'énoncé, elles pourraient évoluer. Ce que je vous présente là, c'est un cliché à la date d'aujourd'hui, pas à la date d'aujourd'hui, à la date d'hier soir, de l'état de réflexion. L'idée étant qu'une mission, finalement, définisse un peu ce que nous faisons, notre action, dans des termes simples. Alors, c'est pas toujours simple, vous voyez. Organiser la subsidiarité énergétique, tout le monde a bien compris ce qu'on était en train de dire, j'imagine. C'est au niveau du territoire, d'abord c'est pas quelque chose d'anodin, et puis il faut peut-être aussi prendre la peine de l'expliquer. Réconcilier développement, environnement et préservation de la biodiversité, ça on peut comprendre. Mais quels seront les territoires du futur? Comment les représenter? Et puis, un mot-clé qui est important, c'est le mot résilience, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de développement, la question va toujours se poser, c'est est-ce que l'environnement qui va accueillir ce développement est capable ou qui va accueillir cette catastrophe est capable de résister, ou d'accepter la secousse, on va dire.
Alors ça, ce sont des missions. C'est un travail vraiment très, qui pour l'instant reste préliminaire. C'est un travail qui n'est pas le fruit uniquement des chercheurs de 2S, celui-ci, puisque c'est en fait un travail qui a été réalisé par les directeurs d'unités, de toutes les unités de l'université. Alors une fois qu'on a ces missions, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Non, ça c'est le début de l'histoire, et c'est vraiment le tout début, parce qu'à l'intérieur de chacune de ces missions, il y a des programmes, qui sont des programmes de travail, qui peuvent être aussi, pourquoi pas, des programmes de formation. Et ces programmes sont en train d'être, à chacun des laboratoires de recherche, puisqu'on parle de recherche pour l'instant, de dire exactement ce qu'il fait sur ces sujets-là, à l'heure actuelle, et ce qu'il veut faire dans les 5 années à venir. Une fois que ce travail sera fait, on devrait avoir une nouvelle étape dans ce sens au mois de juillet. Eh bien, on va continuer à affiner les choses, à redéfinir les choses, à redécouper des missions si c'est nécessaire de la redécouper. Bref, et surtout à reprendre leur énoncé pour faire en sorte que ce soit vraiment le plus compréhensible possible pour le Pékin moyen le passant qu'on va croiser en sortant de l'université. Et puis, bien entendu, il y aura un partage avec nos partenaires, un partage avec nos tutelles, un partage avec les collectivités. Et de tout cela devrait émerger une façon différente de présenter l'action de l'université. Alors différente dans sa présentation, pas sur le fond, hein. On ne va pas tout d'un coup changer nos objets de recherche. Mais l'idée, c'est au travers de cette identification à certaines missions, finalement, d'arriver à développer un sens collectif. Pas simple. Et on mesurera ces choses-là. Parce que, vous vous souvenez, le jury international nous a dit, où est-ce que c'est? Voilà. Start tracking a sense of belonging. On le mesurera. On le mesurera comment? On va faire comme beaucoup de personnes font, hein, c'est-à-dire qu'on va faire des sondages. Et c'est pas nous qui allons les faire. Hein. On fera des sondages au sein de la communauté étudiante, au sein des territoires, chez nos partenaires, savoir un peu comment notre image est en train de se construire, comment la marque de SUPPA est en train de se construire pour arriver à faire ce que l'on veut faire d'ici 4 ans, c'est-à-dire avoir une marque qui associe à la fois le public et le privé autour d'enjeux qui sont des enjeux admis et importants, que le territoire considère comme étant importants. Fussent-ils des enjeux à l'international, hein, qu'importe. Voilà ce que je voulais vous présenter. J'ai été bavard. On a le temps pour des questions. Et la plus difficile, ça va être la première. Alors, je ne sais pas comment on fait pour remettre activer des... J'essaye ça. J'espère que je vais pas... Voilà, très bien. La plus difficile, c'est la première question. Oui. Profitez-en. Les gens. Moi, je veux bien commencer. Oui, Étienne. Gilles, donc Étienne Prévost, tu as parlé d'un certain nombre des difficultés qu'il faut qu'on aborde collectivement pour faire face de façon la plus favorable à l'évaluation finale. Une qui était une surprise, je la partage, c'est les mobilités internationales qui sont peu utilisées par les étudiants et par les postdocs. Il me semble quand même, pour nous être confrontés au sujet, que il faut peut-être là aussi moduler un petit peu la façon dont ça a été programmé à ce jour,
c'est-à-dire où il y a en gros pour les postdocs en particulier une offre qui est faite aux candidats postdocs qui est sur un gabarit unique, quel que soit donc de 1 an, quel que soit l'endroit où on va, on a droit à la même aide. Et je pense que ça c'est peut-être quand même une difficulté. Parce que peut-être qu'on serait plus attractif si quelquefois on était capable d'offrir une perspective un peu plus longue qu'1 an, et surtout des financements qui sont modulés en fonction des niveaux de vie des pays dans lesquels on va, parce que dans certains cas ça pose des vrais problèmes financiers aux postdocs pour aller dans des endroits qui sont attractifs au niveau scientifique, mais qui sont aussi des endroits qui coûtent très cher, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, il se trouve qu'on a eu ce problème-là cette année avec les 2 postdoctorants d'excellence qui sont partis. Ils ont trouvé si on n'a pas voulu faire cette modulation, c'est parce qu'on avait aussi en tête que l'organisme ou l'université qui va accueillir la personne, une façon de montrer qu'elle est intéressée, c'est aussi de participer financièrement. Donc d'apporter le complément, mais à discuter, bien sûr, à discuter. Et c'est vrai que le salaire d'un postdoctorat à Boston est sans commune mesure avec le salaire d'un professeur débutant à Pau. Bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, il est 15h39, une vingtaine de minutes de pause, il y a un café qui est servi. Oui, bien sûr. Alors, tout le monde va pouvoir aller boire un café, sauf les lauréats 2018. On a besoin de les ficher, donc on va vous demander de descendre et de vous mettre devant la chaire de façon à ce qu'on puisse faire une photo de groupe qu'on manquera pas de publier, de trafiquer, bref, de faire tout ce qu'il faut pour qu'elle soit sur notre site et en bonne place sur notre site web. S'il vous plaît.